Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission radio de l'Europe Direct de Strasbourg. Vous pouvez nous écouter sur Radio Judaïka, RCF Alsace et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes habituelles. Alors comme chaque mois de mai, la ville et l'Eurométropole célèbrent l'Europe à travers une programmation riche et festive, pensée pour rassembler toutes les générations et mettre en lumière les valeurs qui nous unissent. Cette kermesse est l'un des temps forts de cette fête, l'occasion pour les Strasbourgeois de découvrir ou de redécouvrir les associations et institutions européennes qui font vivre l'Europe au quotidien sur notre territoire. C'est donc dans ce cadre que nous vous proposons aujourd'hui un échange avec Jeanne Barseguian, maire de Strasbourg, pour faire le bilan de cette mandature sur les questions européennes, mettre en lumière les engagements portés par la ville et recueillir votre regard, Madame Barseguian, sur les années à venir. Alors bonjour Madame la maire. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview enregistrée, je le répète, dans les conditions du direct lors de cette deuxième édition de la Kermesse de l'Europe, ici place du Château au cœur de Strasbourg. Alors avant de parler des temps forts de cette édition 2025, j'aimerais commencer par une question plus personnelle. On peut dire que vous avez une trajectoire profondément européenne. Vous avez suivi un parcours franco-allemand en droit, vécu et étudié en Allemagne avant de vous installer à Strasbourg. Qu'est-ce qui vous a guidé très tôt vers ces choix ? C'est une histoire très, très familiale. En fait, mon grand-père avait souhaité, après la Seconde Guerre mondiale, que ses filles puissent participer de la construction de l'Europe. Et avait poussé ma mère et ma tante à faire de l'allemand. Et elle a mordu à l'hameçon, ma maman a mordu à l'hameçon et elle m'a elle-même poussée à entrer dans des cursus bilingues quand j'étais jeune. Et finalement, ça m'aura poussée beaucoup plus loin que je ne l'aurais imaginé. D'abord en Allemagne et puis finalement à Strasbourg, qui proposait de très beaux cursus, notamment bien sûr en droit européen. Et puis quoi de mieux que la capitale européenne pour poursuivre ce parcours. Donc c'est effectivement très présent dans mon parcours, j'allais dire étudiant, professionnel et aussi personnel. On peut dire que l'Europe s'est invitée dans votre vie de cette manière-là, ou il y a d'autres, il y a des convictions derrière qui sont venues aussi ? Il y a des convictions très fortes, mais parce que j'ai vécu l'Europe en tant que jeune étudiante. En Erasmus, j'ai rencontré beaucoup de jeunes venus de tous les pays d'Europe, voire du monde. C'est l'apprentissage des langues. Et l'apprentissage des langues, c'est autant de portes qui s'ouvrent sur d'autres cultures. Et puis, je suis aujourd'hui mariée à un Allemand. On parle allemand à la maison, donc aussi au niveau personnel, dans une ambiance très, très européenne au quotidien. Très multiculturelle. Alors revenons sur l'actualité du jour, la journée de l'Europe. On est ici le 9 mai. Cette année, c'est aussi les 75 ans de la déclaration Schuman. Quels sont les messages que vous souhaitez faire passer à travers cette fête de l'Europe ? Je pense que le message principal et qui prend une résonance toute particulière cette année, c'est que ces valeurs de l'Europe pour lesquelles se sont battus nos aînés au sortir de la Seconde Guerre mondiale, elles doivent plus que jamais être défendues. Nous sommes des enfants de la paix. Et pour autant, la guerre fait à nouveau rage sur le continent européen avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie depuis 2022. En ce moment même, le peuple ukrainien se bat pour sa liberté, se bat pour la démocratie. Et donc, je crois que le message principal que nous voulons porter, c'est que ces valeurs européennes de paix, de fraternité, de démocratie, d'état de droit, de défense des droits humains, eh bien, plus que jamais doivent être défendues. Et à Strasbourg, on a le Parlement, mais on a aussi le Conseil de l'Europe qui défend ces valeurs. Alors pour vous, comment parler de l'Europe ? On est ici, il y a des jeunes, on voit beaucoup de jeunes aussi qui circulent sur cette place du château. Comment on parle aux nouvelles générations de l'Europe ? Qu'est-ce qui, selon vous, peut encore créer de l'enthousiasme ? Je crois qu'on doit rendre l'Europe la plus concrète possible. Voilà, moi je vous parlais de mon parcours en tant qu'étudiante. En fait, l'Europe, plus que d'en parler, il faut la vivre finalement au quotidien. Et toute l'idée de cette kermesse de l'Europe, d'ailleurs vous voyez, il y a plein de monde sur la place du château, il y a toutes les générations, il y a beaucoup de nationalités différentes. L'idée, c'est de montrer que l'Europe, elle peut s'incarner de plein de manières différentes à travers un engagement citoyen. Il y a beaucoup d'associations présentes de différentes nationalités européennes, mais aussi des associations de plaidoyer, par exemple pour la lutte contre les discriminations et l'égalité
entre les citoyens. Il y a des institutions européennes qui sont présentes. Et puis, il y a des choses très grand public autour de la culture, autour du sport, puisque Strasbourg est cette année ville européenne du sport 2025. Et donc, ça permet là aussi d'amener peut-être d'autres personnes plus éloignées de ces enjeux européens à s'y intéresser et à vivre cette Europe très concrètement. Il y a un événement aussi, j'ai pu voir sur vos réseaux sociaux que hier vous avez pérennisé un événement, c'est le European Youth Event, qui est ce qu'on appelle AI, qui est aussi un événement qui rassemble beaucoup de jeunes à Strasbourg. Ça aussi, c'est quelque chose d'important? C'est un vrai temps fort, hein. C'est le AI, le European Youth Event, c'est vraiment the place to be de la jeunesse européenne. C'est près de 10 000 jeunes venus de tous les États membres de l'Union européenne qui se rassemblent à Strasbourg tous les 2 ans. C'est un très beau partenariat que nous menons avec le Parlement européen. Et je suis très attachée à ce que la jeunesse strasbourgeoise puisse participer à cet événement, y compris des jeunes peut-être plus éloignés de ces enjeux dans nos quartiers prioritaires. Donc il y aura plusieurs centaines de jeunes de la ville de Strasbourg et de l'Eurométropole qui participeront au European Youth Event au mois de juin. Alors rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Vous êtes donc maire de Strasbourg, une ville profondément européenne, qui, comme on l'a dit, qui accueille de nombreuses institutions. La question du siège du Parlement revient régulièrement dans le débat européen. En tant que maire, avez-vous le sentiment que cette présence est aujourd'hui mieux assurée et, je dirais, plus pérenne aussi ? Oui, absolument. Et je pense qu'on a passé un cap important ces toutes dernières années avec une belle mobilisation de l'ensemble des partenaires. L'État français a été vraiment à nos côtés. Et avec nos partenaires, Région Grand Est, Collectivité européenne d'Alsace et Eurométropole de Strasbourg, on a pu, je crois, ancrer et renforcer la présence du Parlement européen dans notre ville. Je sens que le débat autour du siège, bien sûr, est toujours présent, hein, toujours cette question de la transhumance au moment des plénières. Mais de plus en plus, les eurodéputés se réjouissent de se retrouver à Strasbourg. C'est aussi le lieu d'exercice de la souveraineté du Parlement européen. On a réussi ensemble, à travers le contrat triennal, à proposer un nouveau bâtiment baptisé Simone Veil, juste en face du Parlement européen, et que le Parlement européen occupe à présent, et dans lequel il va développer de nouvelles activités. Et on voit aussi de nouveaux fonctionnaires européens arriver dans notre ville et plusieurs agences européennes se développer à Strasbourg. On en voit une juste en face de nous, il y a EU-LISA qui est une des agences qui est à Strasbourg et en Estonie, mais qui est aussi beaucoup à Strasbourg. Alors on peut aussi noter que la ville et que le Parlement a aussi un peu changé, puisque il accueille, j'ai lu ça, plus de 400 000 visiteurs chaque année. Là aussi, aujourd'hui, le Parlement européen permet aussi à Strasbourg de faire vivre l'Europe. C'est vrai qu'il y a un changement de paradigme depuis quelques années. Le Parlement européen ouvre largement ses portes aux citoyennes et citoyens. C'est un vrai plébiscite. La semaine dernière, pour le lancement de la fête de l'Europe, c'était 7500 personnes au Parlement européen. En fait, maintenant, le Parlement, en dehors des sessions de plénière, ouvre ses portes à des événements, conférences, événements culturels, de manière beaucoup plus large qu'avant. Comme les bibliothèques idéales. Exactement, j'allais le citer, les bibliothèques idéales. Et à chaque fois, vous avez l'hémicycle du Parlement européen qui est plein. Donc pour les événements concernés, c'est évidemment un cadre prestigieux et fort en symbole. Et ça permet d'incarner aussi cette Europe autrement. Vous parliez tout à l'heure du contrat triennal, donc Strasbourg, capitale européenne, qui dit donc l'État, l'Eurométropole et la ville, la région et la collectivité européenne d'Alsace. Ce contrat reste souvent perçu comme un dispositif assez technique, voire un peu opaque. C'est quoi exactement et quel est l'impact pour les Strasbourgeois ? Alors non, il est maintenant très transparent, puisqu'en plus on a tâché non seulement de simplifier, mais de fluidifier ces règles. On a aussi une équipe dédiée maintenant. On a créé plusieurs fonds, un fonds autour de la démocratie, un autre sur la culture et un autre sur l'innovation, la recherche et l'enseignement supérieur. Donc c'est plusieurs millions d'euros, puisque le dernier contrat triennal c'est près de 300 millions d'euros sur 3 ans, donc c'est assez colossal.
de manière très concrète et au-delà des projets que nous finançons à travers ces fonds, c'est beaucoup de financement sur l'accessibilité, le renforcement de l'accessibilité multimodale de Strasbourg. Multimodale, c'est-à-dire évidemment l'accessibilité aérienne, mais aussi ferroviaire. Donc on travaille beaucoup pour améliorer les connexions qui permettent d'accéder à Strasbourg dans les meilleures conditions. C'est indispensable pour la vie de nos institutions européennes. Moi, je me suis beaucoup réjouie l'année dernière de l'annonce du Paris-Berlin à grande vitesse qui passe par Strasbourg. Ça a été un vrai combat parce qu'il était question... passer par Sarrebruck, oui. Exactement, qu'il devait passer bien plus au nord en contournant notre capitale européenne, ce qui n'était pas envisageable. Et finalement, il passe véritablement par Strasbourg. Donc, on a pas mal d'autres combats à mener, notamment pour renforcer les différentes liaisons ferroviaires et aériennes et à permettre à nos institutions de travailler dans les meilleures conditions. Alors, ce rendez-vous que l'on a avec vous aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de revenir sur votre bilan, notamment sur les actions portées en lien avec l'Europe et la coopération transfrontalière. Alors, vous êtes présidente de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. Quelles avancées concrètes ont été faites ces dernières années avec nos partenaires allemands et quels projets se profilent ? Oui, l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, c'est véritablement un petit laboratoire d'Europe à l'échelle locale. Donc c'est de faire vivre ce territoire commun, véritablement transfrontalier. J'ai le plaisir de présider effectivement cette institution. J'ai co-présidé, mon vice-président était Frank Scherer, le Landrat, et à présent c'est Thorsten Erni, le nouveau Landrat de l'Ortenau. On travaille sur 2 sujets principaux. Le premier, c'est celui de l'apprentissage des langues et le bilinguisme. On a un nouveau projet qui s'appelle Spiel und Parle et qui doit venir en complément de l'enseignement académique et scolaire, plutôt l'apprentissage de la langue sous forme ludique. Donc on travaille avec des centres socio-culturels, côté français et côté allemand, et dans un cadre périscolaire ou extrascolaire, les enfants, les jeunes enfants, plutôt niveau primaire, peuvent apprendre la langue du voisin en s'amusant, donc à travers des ateliers ludiques. C'est vraiment très efficace parce que on sait qu'il y a malheureusement une forme de désamour sur l'apprentissage de l'allemand, comme d'ailleurs il y a un désamour du côté allemand sur l'apprentissage du français. Et donc on a un enjeu à rendre ça ludique, interactif, vivant. Et on a déjà 250 enfants qui sont membres de ce nouveau dispositif, ce nouveau programme. La semaine prochaine, on va faire se rencontrer tous ces enfants français et allemands et leurs parents. Et donc, ce sera l'occasion de belles rencontres et d'échanges. Ils pourront tester les premiers mots qu'ils ont pu apprendre ces derniers mois. Donc ça, c'est un projet de l'Eurodistrict. Notre autre grand projet à venir, c'est une étude que nous lançons sur la simplification des tarifications des transports pour la mobilité transfrontalière. Là, on a vraiment du travail devant nous. Il y a encore un autre sujet. Cette fois-ci, on a parlé de l'Eurodistrict, mais il y a aussi Strasbourg et Kehl. Régulièrement, les conseils municipaux de Strasbourg et Kehl se rencontrent, partagent même le siège, pour leur siège pour une séance commune. Là aussi, quels sont les projets, les perspectives cette fois-ci entre Strasbourg et Kehl, puisqu'on a ce tram, on sait que les Strasbourgeois, les Kehlois traversent très vite la frontière. Quels sont les projets aussi à ce niveau-là ? Les projets avec Kehl sont vraiment de l'ordre de l'ultra-proximité, j'allais dire, puisque je parlais de bassins de vie communs. Donc bien sûr, il y a les enjeux autour du tram. D'ailleurs, les jeunes Kehlois bénéficient aussi de la gratuité des transports pour les moins de 18 ans. La médiathèque de Kehl est intégrée dans notre réseau passerelle de l'Eurométropole. Donc on a des politiques très intégrées dans un certain nombre de domaines. Je me réjouis aussi qu'on ait de nouveaux champs de coopération. Par exemple, l'année dernière, capitale mondiale du livre UNESCO, la ville de Kehl s'est très fortement impliquée. On a eu vraiment de très beaux événements dans le domaine de la culture et de la littérature. Il y avait notamment cet événement sur la place du marché à Kehl qui s'appelait Livre en feu et où en fait des citoyens kehlois et strasbourgeois ont lu ensemble les textes qui avaient été censurés, voire les livres qui avaient été brûlés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était un moment très fort de liberté d'expression et de réaffirmation de nos valeurs communes. Tant qu'on est sur la capitale mondiale du livre, quel bilan vous en dressez de cette année ?
L'année a été vraiment une année foisonnante, au-delà de toutes nos espérances. On avait au départ 300 actions prévues, on en a mené plus de 1500 avec plus de 400 partenaires. C'est assez incroyable à quel point tous les acteurs, pas seulement ceux de la culture, mais aussi de l'éducation, du monde des solidarités, du sport, se sont engagés dans cette année autour du label UNESCO. Je rappelle qu'au-delà des événements très grand public, le but c'est vraiment de lutter contre l'illettrisme et de promouvoir le livre et la lecture, notamment dans les secteurs les plus défavorisés. Et de ce point de vue, eh bien, le soutien à de nombreuses initiatives en quartier, menées par de nombreuses associations, dans de nombreux établissements scolaires également, nous a permis de toucher nombre de publics et notamment de jeunes éloignés de la lecture. On vient de passer le flambeau à la ville de Rio de Janeiro au Brésil. Pour terminer cet entretien, puisque voilà, on est place du Château, le temps vous est compté aussi, quelques mots sur les années à venir à Strasbourg et au-delà. Alors sur le contexte un peu troublé, quelle doit être la place d'une ville comme Strasbourg? Je crois que le contexte international un peu troublé, avec sa vocation diplomatique, sa proximité avec les institutions européennes. Est-ce que Strasbourg a un rôle à jouer? Quel rôle doit-elle avoir? Strasbourg doit réaffirmer les valeurs européennes, ces valeurs de paix, de défense de l'état de droit, de la démocratie, de la défense des droits humains. Je le dis, je le réaffirme, parce que ce sont des valeurs qui aujourd'hui sont bafouées et sont mises à mal. Évidemment, on pense au conflit en Ukraine et à la politique menée par Vladimir Poutine. Mais on voit aussi monter de plus en plus d'euroscepticisme, voire de présence de mouvements anti-européens. Le visage du Parlement européen a complètement changé politiquement aux dernières élections européennes. Et ça montre que malgré nos efforts, le chemin est encore long pour porter ces valeurs. Ce qui me donne de l'espoir, c'est la jeunesse de notre territoire. C'est pour ça que ces initiatives qui incluent les enfants et les jeunes sont absolument fondamentales. Hier, sur la passerelle Mimram, des jeunes adolescents de Strasbourg et de Kiel ont lu leurs aspirations pour l'Europe en français et en allemand. Et ça m'a donné beaucoup d'espoir. En parlant un peu du franco-allemand, mais il y a eu l'élection récente de M. Friedrich Merz en Allemagne. On dit que ça relance la dynamique franco-allemande. Quel regard vous portez sur ces relations à venir entre nos deux pays ? Je regarde positivement tout ce qui peut conduire à un renforcement du dialogue franco-allemand. Je pense qu'on peut se dire que les dernières années, et notamment sous Olaf Scholz, et les relations entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron n'étaient pas véritablement au beau fixe. Et on a besoin d'un couple franco-allemand. Ça se ressent dans une municipalité fort. Comme la vôtre, quand les relations entre deux chefs d'État, entre guillemets, Bien sûr, parce que nous, au quotidien, on vit des relations étroites avec les autorités allemandes et on sent quand il y a plutôt un mouvement qui pousse à cette coopération ou plutôt un repli, voire des tensions comme ça a pu être le cas. Donc j'ai apprécié le geste du nouveau chancelier allemand de se rendre à Paris dès sa prise de fonction pour rencontrer le président de la République. J'ai beaucoup moins apprécié le symbole de fermer ou de renforcer les contrôles aux frontières le jour même du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et à la veille de la journée de l'Europe. J'ai trouvé que là, le timing était relativement mal choisi. Et les Strasbourgeois l'ont tout de suite compris et ressenti. À Strasbourg, on a la présence d'un consulat américain, notamment qui est aussi lié au Conseil de l'Europe, puisque on le sait, peu de gens le savent, mais les États-Unis sont un État observateur au Conseil de l'Europe. Est-ce que vous avez une inquiétude sur le départ de ce consulat, ou est-ce que finalement c'était plutôt des bruits qui couraient?
Non, j'ai une véritable inquiétude. Je pense que la politique américaine actuelle, enfin la politique de Donald Trump et de son administration sont justement dans un mouvement de tension avec l'Union européenne. Je trouve que la fermeture du consulat des États-Unis à Strasbourg serait un terrible signal. C'est la raison pour laquelle on a interpellé l'ambassadeur des États-Unis en France avec nos différents partenaires. Bien sûr, cette rumeur n'est pas confirmée. J'espère qu'elle ne le sera pas. Vous l'avez dit, les États-Unis sont observateurs du Conseil de l'Europe. On a besoin de relations multilatérales plus que jamais. Et toute décision qui va dans le sens d'un mouvement de repli m'inquiète évidemment en tant que maire de Strasbourg au plus haut point. Merci Madame Barseguer de nous avoir consacré un peu de temps dans ce moment festif. On a pu aborder beaucoup de sujets avec vous et je vous souhaite encore une très belle fête de l'Europe. Merci à vous, belle fête de l'Europe.